Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Dans nos baskets consacré cette semaine au Musée national du sport. Il est situé à Nice, avec nous en plateau pour en parler. Marie-Grâce, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du musée, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors le Musée national du sport, il a été créé en 1963, c'est important de le rappeler, mais il est à Nice que depuis 2013 et la création de l'Alliance Riviera donc. Et sa fonction, c'est naturellement de présenter au public des objets qui représentent justement les plus grands moments d'histoire du sport en France, mais aussi dans le monde. Ouais. Et là, il y a une exposition qui est en préparation en ce moment, qui va justement être consacrée à un des très grands moments de l'histoire récente du sport français. Ce sont les Jeux Olympiques de Paris 2024. Vous êtes la co-commissaire de cette exposition. Expliquez-nous déjà comment est-ce que vous l'avez imaginé, comment vous l'avez réfléchi, cette exposition. Alors un musée se renouvelle s'il organise des expositions, s'il crée une sorte d'événement pour permettre aux visiteurs de revenir plusieurs fois. Donc on réfléchit régulièrement à 2, 3, 4 ans, plutôt 3, 4 d'ailleurs, de thématiques d'exposition. Et c'est vrai que en cette période plutôt maussade, si vous vous souvenez l'année dernière, au moment des JO, cette période olympique, nous au musée, mais c'était une parenthèse enchantée. Exactement. On a eu l'impression d'avoir une parenthèse enchantée, une sorte de bouffée d'oxygène, et on s'est dit mais la situation s'est pas vraiment améliorée, donc gardons et profitons et surfons sur cette vague magique qui a été ce moment de rêve. Alors après, faut construire l'exposition, raconter une histoire, savoir ce qu'on met en avant, ce qu'on met pas en avant en fonction de ce qu'on trouve, de ce qu'on trouve pas, mais on va en parler sans doute dans quelques instants. Oui, justement, vous parlez de ce qu'on trouve pas, et on a pu avoir accès avec Stéphanie Mossman aux réserves du musée où sont entreposés tous ces objets qui sont en train d'être collectés pour cette exposition. Regardez quelques extraits de ce que vous pourrez retrouver dans cette exposition. Thibaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc le régisseur des collections du Musée national du sport, et là vous êtes en pleine préparation de la future exposition temporaire qui sera consacrée aux Jeux de Paris 2024. Et on est au cœur des réserves ici du musée, et il y a de nombreux objets déjà qui sont arrivés pour cette exposition. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns qui vont être peut-être marquants de cette exposition, qui vont donner envie aussi aux visiteurs de venir la voir? Oui, il y a environ 600 objets qui sont déjà arrivés, qui ont été inventoriés dans nos collections. Donc là, on est devant un portant avec plein de tenues à la fois de sportifs, mais aussi qui ont servi peut-être aux cérémonies, c'est ça? C'est ça. Il y a un ensemble de tenues de 4 cérémonies, donc les 2 cérémonies d'ouverture, olympique et paralympique, et les cérémonies de clôture. Et un petit mix devant de collections liées à des sportifs qui ont tous participé aux Jeux Olympiques en 2024, et qui ont eu une médaille. Vous avez des exemples là, à nous montrer? La première ici, vous avez une tenue utilisée par Sylvain André, qui a été médaille d'argent en BMX. Il fait partie de ce triplé magique des 3 Français qui ont réussi à remporter les 3 médailles dans la course, avec cette image incroyable où il se retourne pour voir le dernier, ce qu'il va faire partie du triplé. Et, après le fiasco de Tokyo, là ils font le triplé. Et vous voyez le maillot personnalisé avec le numéro du concurrent. Mais je crois qu'il y a une autre tenue aussi de frères qui ont marqué les Jeux aussi. Il y a les 2 maillots des frères Lebrun. Donc Félix et Alexis, dédicacés. Certains sportifs ont répondu présent à nos sollicitations parce qu'on les a sollicités pour qu'ils nous fassent ces dons. Donc le but c'est d'enrichir les collections aussi, c'est de garder la mémoire de cette Olympiade et de pouvoir la transmettre aux générations futures. Et parfois, c'est aussi des fédérations qui nous ont fait don d'objets, comme ici la fédération de handball qui nous a confié notamment des ballons, mais aussi les maillots de ces équipes qui ont été dédicacés. À la fois masculine et féminine, c'est ça, les 2 équipes? Et donc il y a le maillot de Hugo Desca et de Pauletta Fopa. Voilà. Là aussi des beaux maillots. Il n'y a pas que des maillots en tout cas dans cette collection. Non. On continue la visite? Oui. Donc là encore plusieurs objets, notamment les médailles de ces Jeux, c'est ça? C'est ça.
Donc on a eu le don par la Monnaie de Paris et via le ministère des médailles, donc les 3 couleurs qui ont été donc remises à chaque vainqueur sur le podium. Chaque médaillé. Et donc vous pouvez voir le fameux morceau de Tour Eiffel qui a été intégré au cœur de la médaille. Voilà. Et ça, c'est des objets qu'on touche uniquement avec des gants. C'est ça. Tellement c'est précieux. C'est aussi le côté conservation, de faire le maximum pour que ça se conserve dans de bonnes conditions. Notamment, il y a le climat ici qui est contrôlé, qui est surveillé. Et tout ça, c'est pour le but de conserver les objets dans des conditions qui permettront de le présenter au public tels qu'ils ont été, tels qu'ils sont arrivés peut-être dans 100 ans. Pour le but, c'est que ça ne change pas, c'est que ça reste stable, on va dire. À l'état naturel. Il y a aussi des ballons, et on parlait d'objets de sportifs tout à l'heure. Il y a un casque là d'escrime, pareil, d'une athlète qui a été médaillée à Paris. C'est ça. Donc c'est l'escrimeuse Malo Breton qui a utilisé ce casque. Au début de la compétition, elle a eu du mal à rentrer dedans, on va dire, dans la compétition. Elle avait des problèmes liés à la lumière du Grand Palais. Du coup, elle a demandé si c'était possible à l'arbitre de poser un morceau de scotch sur le haut de son casque. Et alors qu'elle perdait avec une grande différence de points son match, elle a réussi à remonter. Grâce à ce scotch. Grâce à ce scotch, elle a remonté et finalement elle a gagné son match au tout début de la journée. Et par la suite, elle a continué ses matchs avec ce scotch. Et elle a été jusqu'en finale et elle s'est inclinée d'une touche en finale, malheureusement. Oui. Et aussi des choses plus encombrantes comme le kayak de Nicolas Gestin, médaille d'or. C'est ça, tout en haut. Oui, donc il y a des pièces plus imposantes aussi que des ballons ou des médailles. Ça va, on va dire, du timbre-poste, pins, jusqu'au kayak, voire même il y a les anneaux olympiques du site de BMX qui étaient sur la Concorde qu'on a pu aussi collecter. Une réserve où en ce moment il y a du mannequinage qui est en préparation pour la prochaine exposition. Le but c'est d'apporter du renfort, essayer d'apporter les meilleures mensurations par rapport à la personne qui portait cette tenue. Il y a un travail d'adaptation des tenues aux mannequins, c'est ça? Voilà, on peut renforcer, on peut rembourrer les bras, les jambes, etc. Choisir le bon mannequin par rapport à la morphologie de la tenue qui a été souvent, en l'occurrence pour les JO et les cérémonies, c'est du sur-mesure. Donc il y a vraiment un travail de recherche à faire avant de pouvoir exposer une tenue comme ça. Et là justement, c'est une tenue qui parle à beaucoup de monde. Oui. C'est une des premières images que je pense les gens ont vues lors de la cérémonie d'ouverture. C'est le porteur de flammes masquées, on va dire, dont l'identité reste un mystère, même s'il y a eu beaucoup de théories. Différents athlètes qui ont dit qu'ils avaient participé. Et donc on le disait tout à l'heure pendant la visite, le musée, c'est pas uniquement des objets de sport, il y a aussi des tableaux, des œuvres d'art. Oui. Et même là, dans cette exposition sur les Jeux de Paris, il y a des tableaux qui seront exposés. Ouais. On les voit ici. On a reçu un ensemble de tableaux réalisés par Joe Di Bona. Donc c'était un projet qui avait pour but de présenter et d'illustrer les visages de l'olympisme. Donc il y a différents athlètes qui ont été sélectionnés, et notamment ici vous avez Léon Marchand. Une des grandes figures de ces Jeux. Qui a été la star de ces Jeux avec ses nombreux titres, record olympique. Et ici, il a été représenté avec différentes petites dédicaces de supporters, etc., qui ont participé aussi à leur manière à l'œuvre de Di Bona. Des drapeaux, vraiment cet esprit olympique. Olympique, les gens viennent de partout, laissent un petit message. Voilà, on l'a vu, de très belles pièces qui seront exposées bientôt au Musée du Sport. Oui. On l'a dit, vous êtes co-commissaire de l'exposition avec Vincent Duluc, un journaliste sportif. Oui. Est-ce que vous avez une pièce préférée, peut-être parmi celles qu'on a vues ou celles qu'on n'a pas encore vues? Alors, je dirais, pour vous faire rêver, il y en a beaucoup, mais bon, vous me dites une, je vais dire deux. Je dirais Merci. Je dirais la lanterne.
La lanterne, parce que c'est la passation, enfin, c'est rituel, c'est un bel objet. Et peut-être la torche, parce que c'est l'objet qu'on trouve à tous les jeux. Elles ont chacune une spécificité d'un pays à l'autre. Et c'est quand même le trait d'union entre chaque jeu. Et ce geste de passer de relayeur en relayeur la torche, je trouve que c'est une belle unification et on est bien dans l'esprit de ce que voulait Coubertin en reprenant les jeux de l'Antiquité avec cette pacification, etc. Mais je ne vais pas être trop longue. On l'a vu, il y a plusieurs centaines d'objets de ces Jeux Olympiques qui sont déjà collectés. Expliquez-nous comment ça se passe, tout ce travail de collection des objets, d'aller les récupérer. C'est quoi? C'est beaucoup de démarchage de sportifs, de fédérations? Expliquez-nous. Alors, il y a un petit peu de tout. Il y a les objets ou les collections qu'on traite à la cérémonie d'ouverture, ou enfin aux cérémonies d'ouverture ou de clôture. Là, on est plutôt dans l'institutionnel. Donc, on a été en lien, bien sûr, avec le COJO pour avoir l'homme qui marche, par exemple, hein, les Marie-Antoinette, etc. Donc là, c'est un peu plus facile. On a quand même acheté certaines pièces en salle de vente. On a été obligé de faire préemption. C'est un bénéfice que l'État peut faire parce qu'il juge de l'intérêt national des pièces acquises. Donc on en a un peu usé pour préserver cette histoire des Jeux Olympiques 2024. Et puis après, ça suffit pas. Il y a bien sûr les exploits d'athlètes et puis aussi les supporters. On en parlera après. Donc les athlètes, c'est eux qui ont remporté à un moment donné ou qui ont réalisé à un moment donné un exploit. Alors ils étaient en basket, c'est parce que je vois votre émission, où ils ont tapé dans un ballon, ou enfin bon, etc. Donc il y a une tenue, et puis il y a des accessoires ou pas, ça dépend de la discipline. Alors là, on essaye, en tout cas, de rentrer en relation avec ces athlètes. Certaines négociations se sont passées avant les Jeux, bien sûr. Oui, déjà même avant les Jeux. Bien sûr, parce qu'il y a des athlètes qui n'ont peut-être pas gagné, mais qui ont des chances de gagner. Et de toute façon, le musée du sport ne raconte pas que l'histoire des gagnants, c'est l'histoire du sport. Donc le perdant peut être aussi intéressant. Il y a eu de très beaux perdants en France. Exactement. Et donc il y avait aussi des équipes sur place au moment des Jeux Olympiques pour traiter avec les athlètes. Mais les athlètes aujourd'hui, ils ont une team. Donc certains ont des avocats, certains ont une famille, certains sont entourés. Donc c'est au cas par cas. En tout cas, l'idée, c'est que c'est quand même toujours une très belle rencontre humaine et qu'on propose aux athlètes, en donnant un accessoire, un objet, une tenue, de rentrer dans la grande histoire du sport. Et là, ils vont être exposés pendant 4 ans. L'avantage aussi d'être un musée national et d'être l'unique musée national en France, c'est que les collections sont inaliénables et imprescriptibles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les vendre, elles ne seront jamais vendues, on ne fera jamais du commerce avec. Et on se doit de les préserver. Et c'est pour ça que sur le film, vous voyez le régisseur avec des gants, on se doit de les préserver le mieux possible, le plus longtemps possible, et même de les faire restaurer quand elles s'abîment. Et Dieu sait que les textures et matériaux contemporains sont très fragiles, beaucoup plus que les anciens. Et donc, ils demandent beaucoup de délicatesse et d'entretien. Donc, c'est aussi tout ça. Vous le disiez, ça va être exposé pendant 4 ans, donc jusqu'au JO d'hiver 2030, c'est ça? C'est ça. Pour les téléspectateurs à qui ça aurait donné envie de venir visiter cette exposition, à partir de quand ils pourront venir au musée du sport? Alors, à partir du 5 février, puisque l'idée, c'était de passer des JO, des JOP 2024 à ceux de 2030, de passer des Jeux d'été à ceux de ceux d'hiver, et entre les deux, enfin il y a plusieurs jeux, mais les prochains en tout cas proches de chez nous, c'est Cortina. Donc l'idée, c'était d'être ouvert avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Cortina en Italie, et à partir du 5 février, donc on pourra voir l'exposition, et régulièrement l'exposition va évoluer pour se transformer progressivement à une exposition d'hiver en 2030. C'est l'idée, en tout cas. Le rendez-vous est pris, on l'a noté, une exposition évolutive, mais il y a aussi, en tout cas dans le musée du sport, une collection permanente qui est accessible également à la visite, et on a aussi pu la visiter. Je vous laisse regarder ces images et on en discute après. Bonjour Lisa.
Vous êtes l'une des médiatrices du Musée national du sport ici à Nice. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre rôle en quelques mots? Alors mon rôle, c'est d'accueillir tous les publics, que ce soit les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, et de faire en sorte de leur faire découvrir le musée, redécouvrir le musée pour ceux qui le connaissent déjà, et leur faire apprécier toutes nos collections et leur faire découvrir les histoires liées aux objets du musée. Parce que le musée se découvre sous forme de visite guidée, c'est ça? Alors il y a deux façons, essentiellement sous la forme de visite guidée, mais on peut aussi venir en visite libre, il n'y a pas de problème. Voilà. Vous nous faites visiter, on y va? Pas de problème, venez avec moi. C'est parti. On a plusieurs espaces. L'idée, c'est pas de faire une salle sur le foot, sur le basket, sur le tennis. Donc, il a fallu trouver un système pour venir avoir tous les équipements sportifs et pouvoir parler de tous les sports dans certaines salles. Donc, on va nommer certains défis. Là, vous êtes dans le défi 0. On va parler des JO à l'Antiquité, des Jeux Olympiques de l'Antiquité et des Jeux Olympiques modernes. Donc, on est accueilli par Pollux au départ, qui est une statue qui vous présente un peu l'idéal, le sportif à l'Antiquité, l'idéal du corps humain à l'Antiquité, mais on pratiquait le sport nu. Et une des raisons principales, on explique que c'est parce que on avait, il y avait une raison, c'est parce que les femmes étaient interdites aux Jeux Olympiques, et du coup, pour faire en sorte, elles ne devaient pas ni voir ni participer, et donc pour pas qu'elles trichent, on demandait aux hommes d'être entièrement dévêtus. Ça, c'est une des raisons. Et on a des médailles donc de toutes les formes, avec tous les matériaux possibles. Et une de mes médailles préférées, c'est celle des JO d'Albertville, et vous pouvez vous rapprocher si vous voulez venir. Il y a les montagnes qui sont gravées dessus pour donner une indication, notamment qu'on est sur des JO d'hiver, et vous avez du cristal qui a été utilisé justement pour la fabriquer. Et ça me permet de faire la transition justement avec les torches olympiques, qui ont été toutes réinstallées. Donc ça, c'est très chouette. Et vous avez ma préférée, qui est celle de Tokyo, tout là-haut, qui est dessinée, enfin qui a été fabriquée comme une fleur de sakura. D'accord. Donc c'est le même motif, et ça a été créé avec une seule plaque. Vous pouvez voir le métal qui a servi. C'est censé un peu représenter aussi les techniques des grands trains qu'il y a à Tokyo. Vous savez, les trains à très grande vitesse, et du coup, on reprend un peu la même technique de fabrication. Et celle qui plaît le plus aux enfants, ça sera celle de Londres. Parce qu'elle brille. Parce qu'elle brille, qu'elle est dorée. Et il y a à peu près 8000 perforations. La personne qui l'a designée, elle a fait à peu près 8000 trous pour symboliser les 8000 personnes qui se relaient avec les torches. Donc la deuxième espace, qui est consacré à quel défi? Défi sur soi. C'est un défi où on va parler de sport, où on essaie de trouver un équilibre entre sa force physique et sa force mentale. Et c'est assez chouette aussi de le mettre en avant avec le... Ici, c'est un des objets que j'aime beaucoup, parce que c'est le début du sport aussi. Et en tant que musée de société, on va vous montrer l'évolution de la pratique sportive en France, et donc aussi du matériel. Et là, est-ce que vous savez ce que c'est? Bah, ça doit être une haltère. C'est une haltère, mais alors on n'a pas un designer qui vous crée une haltère sur mesure dans les années 1800. Est-ce que vous imaginez ça doit être des roues pas de voiture. Plus gros. De camion? C'est des roues de train. Donc ça, c'est un essieu de train, ça pèse 165 kg. C'est Louis Uni qui soulève ça et qui fait partie des hommes les plus forts du monde. On faisait ça dans les foires, dans les villages pour découvrir quel était l'homme le plus fort. Donc c'est aussi les débuts, on va dire, des compétitions. Et on va parler aujourd'hui de sport. Pour parler de sport, il faut et pas d'activité physique, à contrario, il faut que le sport il ait une fédération, et qu'il soit des compétitif, règles. Organisé. Voilà, exactement. À partir de là, on va parler de sport, et ce sera le sport moderne d'aujourd'hui. Et c'est aussi ça qui conditionne ce qu'on peut archiver dans le musée. Donc là, on est sur le défi couleur orange, défi duel, sur des duels un peu mythiques, on va dire, et on arrive dans le fief avec tennis, escrime, judo, boxe. Et vous avez, donc là, on est accueilli par le peignoir de Marcel Cerdan et les gants quand il a fait son match Cerdan versus Zeil. Ouais. Mais moi, la particularité, c'est la petite robe qui est derrière de Suzanne Langlaine que je voulais vous montrer. Parce qu'on a aussi un discours sur l'évolution notamment des équipements et de la place de la femme dans le sport notamment. Donc souvent les gens sont intrigués parce qu'ils pensent qu'on parle de danse dans cette vitrine, alors qu'on est sur du tennis. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que c'est une des pionnières aussi qui a permis de faire changer l'équipement féminin en tennis. Et elle va se battre pour indiquer que c'est une robe que pour la pratique sportive et pas forcément pour aller se balader en ville. Et donc ça va finir par être accepté, mais voilà, ça a fait un peu scandale au début. Et ensuite, on va aller vers le défi collectif.
Là, c'est un des défis qui attire vraiment beaucoup l'œil, notamment puisqu'on arrive directement sur le trophée du Ballon d'Or et l'ancien trophée de la Coupe du Monde qui est le trophée Jules Rimet. C'est une salle où on va parler de sport de balle et de ballon et d'équipe. Donc on est sur les 5 sports les plus populaires si vous regardez les vitrines. Alors on a quand même un tableau sur le water-polo parce qu'il faut indiquer dans le musée, il y a quand même des œuvres d'art. On a beaucoup de tableaux et les trophées et les sculptures aussi qui sont à prendre en considération. On a un vrai parcours de visite artistique au sein du musée quand même. Et du coup, là, on s'approche du défi extrême qui est ma salle préférée. D'accord. Parce qu'on va parler de sport extrême. Et c'est ça qui est intéressant. Il y a des exploits qui ont été réalisés, notamment sur cette planche à voile. C'est la planche à voile qui appartenait à Christian Marty, donc quelqu'un de la région. Et lui, c'est l'ancien pilote du Concorde, le dernier Concorde qui s'est écrasé en 2000 près de Paris à Gonesse. Et à côté de ça, donc, il était passionné de planche à voile. Et donc, il va réaliser un exploit qui va être de traverser l'océan Atlantique. Donc c'est assez intéressant. Il y a la carte sur laquelle aussi il a fait son trajet. Et là, on a la Formule 1 de Jules Bianchi, une des Formule 1 parce que effectivement, ce n'est pas celle de l'accident qu'il a eu sur le Grand Prix du Japon. Voilà, aujourd'hui vous verrez plus les Formule 1 comme ça parce que grâce ou à cause de cet accident qui a beaucoup fait parler dans le monde de la Formule 1, il y a le halo, le arceau qui vient protéger justement la tête des pilotes. Donc on l'a dit, c'est un parcours aussi immersif, on l'a vu sur plusieurs points du parcours. Là dans cette salle, il y a aussi un exercice à tester? Oui, à plus grande échelle. Vous avez un petit test de surf, si vous voulez, en casque de réalité virtuelle. Donc, jamais il surfé. suffit. C'est vrai, moi non plus. J'ai pas le droit parce que d'habitude je suis en visite. Je vous laisse prendre celui d'à côté. Et là, il suffit de suivre le petit point. Est-ce que ça s'allume? Moi, j'entends la musique pour le vôtre. Et après, il va falloir aller avec le point, se mettre dans les vagues et puis continuer à essayer d'avoir la médaille. Moi, je sais même pas si je suis. Je crois que je surfe même pas. Mais c'est sur les vagues ou pas? Ah oui, c'est bon. Je sais pas si j'ai les meilleurs des champions à côté de moi. Voilà, on l'a vu, c'est pas toujours de tout repos de visiter le musée. Non. C'est vraiment une volonté, ça, de créer un parcours immersif, participatif aussi pour les visiteurs? Oui, parce que d'abord, je crois que l'ère de la contemplation uniquement dans les musées est dépassée depuis longtemps. Et en plus, on comprend mieux, si on pratique, la difficulté d'un athlète. C'est pas évident de monter sur le podium. C'est pas que du travail, c'est aussi un entraînement, une alimentation, un coach, enfin bon, un geste parfait à l'instant T, un alignement d'étoiles. Enfin, c'est tellement de choses que je pense qu'il est intéressant pour le public de se tester et de se rendre compte de la difficulté d'une manière ludique, mais de se rendre compte de la difficulté ou pas de certaines activités. Et puis, il y a aussi tout le parcours santé au sein de l'établissement qui montre l'impact du sport sur le mental, sur le psychologique, sur l'équilibre. Enfin bon, je ne vais pas tout vous dévoiler. D'activité physique par jour, pardon. Et on peut les faire au musée. Et devant le musée, puisqu'il y a aussi tout un circuit, un design actif devant l'établissement qui permet aussi de s'entraîner par divers mouvements et de s'échauffer avant de rentrer dans l'établissement. Voilà, donc on l'a compris, le musée du sport, c'est le musée du sport de manière générale. Ça sera aussi à partir de février, donc le musée des Jeux Olympiques, le seul en France. Et il y a aussi à la fin de ce parcours permanent, le Café des Aiglons qui accueille les visiteurs à la fin de leur visite. Ça, c'est un espace qui est dédié à l'OGC Nice. Et il y a cette année une nouveauté dans cet espace, c'est des objets qui ont été prêtés par le groupe de supporters de l'OGC Nice de la Populaire Sud qui a prêté justement des objets pour fêter les 40 ans du groupe. Et renouveler toute l'année, tous les mois, les collections et l'espace, donc qui est modifié du coup régulièrement, qui est évolutif lui aussi. Et l'idée, c'est d'être au plus proche des supporters et des joueurs. Et chaque match, il se passe quelque chose, ou en tout cas, il y a un nouvel accrochage. C'est l'idée de communiquer justement avec un club local. Et l'OGC est quand même largement fréquenté, représenté à Nice. Donc c'était logique.
Merci beaucoup, Marie-Grâce, d'avoir été avec nous pour parler de ce musée national du sport. Et on le rappelle pour nos téléspectateurs, donc à qui ce magazine aura donné envie de visiter le musée, il est ouvert à la visite du mardi au dimanche de 10h à 17h.